Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai marqué au tableau, ce sont des données dont vous avez besoin pour répondre à la question 2, à l'exercice 2, pardon, du quiz. Donc, pour la capacité calorifique pneumatique de l'eau, vous allez prendre 4180 joules par kilogramme par Kelvin. Et pour la tension, vous allez devoir utiliser le fait qu'on ait un chauffe-eau se branche dans une installation électrique. Et au final, à la sortie d'une alimentation électrique, c'est du 230 volts. Où le fait que U est égal à 230 volts. Voilà, donc notez-le bien. Je ne sais plus à quelle est la date limite du quiz. Je vais quand. Regardez. Jeudi, tic-tac, jeudi 7. Non, je me suis trompé. Pas possible. Vendredi 15 mai. Voilà, vous avez le temps, il n'y a pas de souci. D'accord. Ensuite, je vais retrouver ça comme j'ai dit. Télécharger. Je vais vous montrer les deux TP. On va pouvoir en fait, je pense, faire deux TP là-dessus. Un qui va être vraiment purement numérique. Et l'autre, on verra. Je vais supprimer. Par aujourd'hui, il y a plein de trucs qui doivent venir. Ça va passer, ça va passer, on va y arriver. Ils sont les premières. Là, l'ordinateur est en train de planter. Comptage, l'autre. Oui, voilà. Ok, alors on va pouvoir repartir. Je vais reprendre sur le cours, après on va regarder un peu ce qu'on va faire du point de vue TP. C'est des TP que vous allez pouvoir faire depuis chez vous et ça c'est pas mal. Vous avez tous un smartphone ou une tablette. Ça c'est que vous avez tous une tablette. Donc ça va nous permettre de faire un petit TP sur la notion d'énergie mécanique et le transfert d'énergie en mécanique. Ça va être important. Nicolas, je peux le refaire. D'accord. Tu mets juste dans le nom du fichier, tu fais revertega Nicolas avec ton groupe avant et tu mets un /2. D'accord. Faut que je sache que c'est cette copie que je vais prendre. Comme ça, c'est fait, c'est la première. Ça te va? Alors, nous on s'est arrêté où? Je vous avais parlé de l'énergie cinétique, donc qui est une énergie due au mouvement. Plus on va vite, plus le système possède une énergie cinétique.
Cette énergie cinétique, on avait vu qu'elle était égale à la moitié de la masse fois la vitesse au carré. Et je vous avais défini le travail d'une force. Alors pourquoi ces deux termes? Parce que on va faire le lien entre l'énergie cinétique et le travail d'une force. Donc l'énergie cinétique est reliée à la variation d'énergie et donc à une évolution de vitesse, puisque l'énergie cinétique dépend de la vitesse, en considérant que le système ne change pas de masse, ce qui va souvent être le cas dans tout ce qu'on va étudier. Maintenant, il y a d'autres cas plus tard en terminale, vous allez voir. Par exemple, on regarde le décollage d'une fusée. Une fusée, au départ, elle a une masse assez importante, elle commence à s'élever, mais sa masse diminue. Pourquoi? Tout simplement parce que le carburant qu'elle utilise pour pouvoir faire s'élever elle-même, en fait, va être consommé, et donc la masse de la fusée en entier diminue. Donc dans ces systèmes à masse variable, c'est un peu plus compliqué d'étudier les choses. C'est pour ça qu'en première, on reste sur des systèmes dont on considère que la masse est constante. Donc, juste pour rappel, énergie cinétique, on avait dit que c'était 1/2 de mv carré. D'accord. Pour le travail, on avait dit que c'était la force scalaire, le déplacement sur lequel s'effectue cette force. Et en fait, que cette force, qu'est-ce que représente le travail, puisque le travail, en fait, ça représente une énergie, c'est l'énergie nécessaire à apporter au système, ou plutôt c'est l'énergie que la force donne au système sur le parc 3D, ou va enlever au système si c'est une force qui est résistive. Une force motrice à fournir de l'énergie, une force résistive à prendre de l'énergie au système. Et c'est là qu'on va voir maintenant tout ce qui se passe, comment on va pouvoir étudier les différents cas. Donc on va intéresser au petit b normalement. Et on va étudier justement le cas d'une force constante. Ça, d'une force constante. Alors une force constante, ça veut dire que sur tout le trajet AB, la valeur, la direction et le sens de la force seront toujours les mêmes. Alors, il ne va pas y avoir de variation de force. Donc, ce qu'on va dire, c'est que si F, alors je pourrais préciser sur le parcours AB, je vais le faire, est une constante, et je parle bien en termes de vecteurs et pas uniquement en valeur, alors, ce que l'on peut écrire, c'est que le travail de la force sur le parcours AB est égal à F scalaire AB, et au final, ça va être égal à la norme de la force F. Alors, juste une petite question. En maths, normalement, vous notiez norme d'un vecteur comme ça. Est-ce que c'est le cas encore? Parce que quand je vous parle de norme de vecteur, vous notez F double barre. Ok. Je trouve que cette notation avec les doubles barres, elle est totalement correcte, hein, c'est parce qu'on parle de norme de vecteur. Le physicien, lui, va un petit peu simplifier la notation. Il va simplement dire que la norme, c'est le vecteur sans la flèche, au final. Donc c'est plus simple. Du point de vue mathématique, c'est faux. C'est sûr, ce n'est pas la même représentation. Mais nous, les vecteurs qu'on utilise en physique, on peut très bien faire cet amalgame. On a simplement à dire que f sans une flèche, c'est un scalaire, c'est un nombre. Et donc, si f flèche est un vecteur, f sans flèche représente la norme du vecteur. Donc là, en fait, je vais noter les deux définitions, la définition correcte avec les normes, mais après, je vais vous noter la définition telle que vous pouvez utiliser dans vos copies. Donc, la notation correcte, c'est d'écrire norme de f multipliée par la norme de AB multipliée par quoi?
le cosinus de l'angle entre la force F et le vecteur AB. Voilà comment vous pouvez le noter. Moi, ce que je préfère, c'est d'écrire F fois AB fois cosinus de FAB. J'utilise cette convention. Il n'y a que Quentin qui dit non. Ça ne m'étonne pas. Alors, maintenant on va se présenter trois cas. Une norme, c'est toujours positif. D'accord? Donc les termes F et AB sont deux termes positifs. Par contre, un cosinus peut varier entre quelle valeur et quelle valeur? Donc, quel est le domaine de variation? Parfait Quentin, parfait Clément, entre -1 et 1. Donc on voit bien en fait que de temps en temps, en fonction de la valeur de l'angle, le cosinus pourrait être négatif ou positif, ou même égal à 0. Donc on va avoir trois cas à étudier. Qu'est-ce que ça représente? En fait que le cosinus entre les deux angles, entre la force et le parcours, ça donne quelque chose de négatif. Qu'est-ce que ça donne quand c'est quelque chose de positif? Et pourquoi est-ce que ça peut être nul? Qu'est-ce que ça représente physiquement? Je vous rappelle, mon but, c'est pas que vous appreniez bêtement des équations, c'est que vous compreniez le sens des équations. Et pour comprendre le sens d'une équation, mais il faut analyser chacun des termes. D'accord? Là, les termes importants, le terme important, ça va être ce cosinus. On va faire une petite représentation pour comprendre les choses. Est-ce que je peux effacer le tableau? Allez, 3 oui, c'est bon. Donc, je vais simplement réécrire l'expression du travail de la force. En gros, je n'ai pas besoin de le réécrire, c'est exactement ce que vous venez d'écrire. 1D fois cosinus des angles entre F et F. Et donc, on va regarder les différents cas qui vont nous être proposés. Comme je vous ai dit, ce qui va être important, c'est ce cas. Alors, en fonction des valeurs de l'angle FAB, on va essayer de représenter quelque chose, de faire une petite représentation graphique pour comprendre les choses. Ce qu'on va faire, on va déjà regarder le cas, quand est-ce qu'un cosinus est négatif? Pour quelle valeur d'angle est-ce qu'un cosinus est négatif? Si on considère des angles entre 0 et 180 degrés. De 45 degrés. Alors, regardons. Ça serait trigonométrique. Là, sur l'axe des abscisses, vous lisez les cosinus. Sur l'axe des ordonnées, vous lisez les sinus. Si tu prends 45 degrés, le cosinus est positif. Enzo, je suis d'accord. Par contre, donc quand on est à 0 degré, le cosinus vaut combien? D'accord, je préfère. Alors, c'est vrai que quand on est à 0 degré, quelle est la valeur du cosinus? 4. Ah oui, 1. Et on augmente. Le cosinus, donc quand l'angle augmente, que fait la valeur de cosinus quand l'angle augmente? Elle baisse. C'est pour ça, en fait, qu'au départ, votre fonction cosinus, elle commence à 1,
et puis elle décroît. Elle décroît jusqu'à 0 quand est-ce que le cosinus est égal à 0. Pour quelle valeur donc? « 90 degrés. Parfait. 82 degrés, on est là. Ici. Donc là, c'est quand on a 82. Et ensuite, on est dans le négatif. Et donc, on continue à décroître négativement jusqu'à atteindre un maximum négatif, donc un minimum local, lorsqu'on est à cet endroit, c'est-à-dire à 180 degrés. Voilà la forme de cosinus entre 0 et 180 degrés. Et après, bien entendu, elle reprend, etc. Oui, t'as rien dit. Okay. Donc là, on va commencer à s'intéresser. On va faire dans le côté positif. Alors, on va faire entre 0 et 82. Donc, si c'est compris entre 0 et 90 degrés, alors, on va faire une petite représentation schématique pour essayer de comprendre ce qui se passe. Deuxième ligne, un schéma. On va faire un objet qui se déplace suivant le vecteur AB. Et j'ai une force qui s'applique sur cet objet qui possède un angle par rapport à AB qui est entre 0 et 90 degrés. Exemple, ça c'est. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? L'objet se dirige de A, qui est là, vers B. Et il est soumis à une force qui le tire dans cette direction, qui n'est pas exactement AB. Mais cette force, est-ce qu'elle favorise le déplacement de A vers B, ou au contraire, est-ce qu'elle s'y oppose? Exactement. Elle la favorise. On va donc dire que dans ce type de schéma, la force est motrice. F représente une force motrice parce qu'elle aide l'objet, le système, à se déplacer dans la direction désirée, A vers B. Donc au final, qu'est-ce qu'on va dire? Pour le travail de la force, quand on le calcule en plus, F positif, AB positif, cosinus de FAB quand l'angle est entre 0 et 90 degrés, c'est positif. Donc, le travail A positif. Ce qui caractérise une force dite moteur. Une force moteur. Ou motrice. Elle favorise le déplacement de l'objet sur la direction désirée. Donc ça, c'est le cas 0,82. Alors bien entendu, j'avais exclu 90 degrés parce que c'est justement un cas un peu particulier. On va le faire maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe justement quand l'angle entre les deux est égal à 90 degrés? Si je fais un schéma, toujours la même chose, hein, j'ai un objet qui va aller de A vers B. Comment se représente la force? Exactement. Perpendiculaire vers le haut. Donc j'ai bien un angle droit entre les deux. Donc, F a une certaine norme positive, AB a une certaine norme positive, que vaut le cosinus de 90 degrés? 0. Exactement, elle va être positive. Donc le travail ici est nul.
En fait, c'est une force. Alors, on ne peut pas dire qu'elle sert à rien, elle sert à quelque chose. Si on tire l'objet vers le haut, c'est sûr, théoriquement, l'objet va être soumis au fait qu'il va aller vers le haut. Sauf s'il est compensé par une force qui le tire de la même intensité, mais vers le bas. Les deux forces se compensent. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que cette force participe au déplacement pour le déplacement de A vers B. C'est ça qui est intéressant à comprendre. Et c'est ça qui caractérise le travail. Non, exactement. S, comme elle est perpendiculaire à AB, ben elle va avoir aucune action sur un déplacement de A vers B. Donc on dit que cette force n'est ni motrice, ni résistive. Elle ne participe pas au déplacement AB. La force ne participe pas au déplacement de A vers B. Là, c'est au cours. Et le dernier cas, bah, c'est lorsque l'angle est compris entre 90 degrés plus 180 degrés. Donc on va faire un schéma. On va de A vers B. On considère une force, cette fois-ci, dont l'angle est au-dessus. C'est comme ça. Là, vous comprenez bien, si votre force est dirigée vers la gauche au final et que vous voulez vous déplacer vers la droite, là, c'est une force qui va s'opposer au mouvement. Citez-moi une force qui s'oppose tout le temps au mouvement. Un exemple de force qui s'oppose toujours au mouvement. Ah non, au contraire. La gravité, elle participe au mouvement. Je lâche l'objet, le déplacement est AB et vers le bas, et c'est la gravité justement qui lui permet de chuter. Les frottements de l'air, exactement. Les frottements d'air sont toujours des forces de travail résistantes. Ils s'opposent au mouvement. Et ce sont ces frottements qui vont dissiper l'énergie. Puisque nous, on est dans l'étude d'énergie. Et comment on va pouvoir estimer justement quelle est l'énergie qui est perdue grâce au frottement? Ben justement, en calculant le travail de ces forces de frottement. Alors, combien elles ont travaillé, c'est-à-dire combien elles ont dissipé d'énergie. Et tout ça, on va pouvoir l'évaluer. Donc on va pouvoir prédire quelle va être la perte énergétique sur notre système. C'est ça le but. Vous comprenez l'objectif de là où je veux vous emmener, ou vous avez encore un peu des questions? Le but, c'est vraiment, il faut toujours que vous ayez en tête qu'est-ce qu'on cherche à comprendre comme phénomène et comment est-ce qu'on va l'amener. J'espère que vous aurez compris depuis le début de l'année que ce n'est pas des suites de formules et d'applications de formules que je vous demande. Comprendre le sens des choses. Dernière chose, donc là, l'angle étant au-dessus, le cosinus va être négatif. Donc là, on va avoir un travail négatif. Et un travail négatif, ça caractérise une force résistance. Voilà ce que vous devez déjà comprendre sur le travail d'une force. Est-ce qu'elle est motrice? Est-ce qu'elle est résistive? Ou est-ce qu'elle ne travaille pas? Tout bête. Donc ce tableau, ayez-le en tête. Alors, à partir de là, on a revu la définition d'énergie cinétique. Vous avez découvert cette notion de travail d'une force. Maintenant, on va lier les deux. Et on va voir en fait que le travail d'une force est relié à ce qu'on appelle la variation de l'énergie cinétique du système. Pourquoi? Soyons cohérents.
Si un système possède, à un instant T possède une certaine vitesse, et un peu plus tard, à une autre vitesse. Sa vitesse a varié. Si sa vitesse varie, son énergie cinétique varie. Donc la variation de l'énergie cinétique va être importante. On parle d'énergie. Cette variation d'énergie, elle peut provenir d'où? Simplement d'une des forces, ou de plusieurs forces, qui s'appliquent sur votre système. L'ensemble de ces forces qui s'appliquent sur le système, c'est sûr, elles vont toutes avoir soit des composantes de résistance, soit des composantes motrices. Mais au final, si on fait la somme de toutes ces forces, soit l'ensemble des forces sera motrice, soit résistance. Et donc, si le travail total de toutes les forces est moteur, comment va varier l'énergie cinétique? Faites la question. Si l'ensemble des forces qui s'appliquent à un système sont des forces motrices, comment va varier l'énergie cinétique du système? Est-ce qu'elle va augmenter ou est-ce qu'elle va diminuer? Exactement. Travail moteur, ça implique de fournir de l'énergie au système. Le système va donc va avancer plus vite. Donc son énergie cinétique va augmenter. D'accord? Par contre, si l'ensemble du travail des forces, de toutes les forces qui s'appliquent sur le système est négatif, au contraire, ça va ralentir le système. Et donc on va avoir une baisse de sa vitesse. Donc ce qu'on avait déjà étudié du point de vue mécanique, ce n'est pas l'aspect énergétique. C'était vraiment l'application des forces. Et quand on étudiait ces forces, on voyait que quand elles ne se compensaient pas, elles donnaient la direction de la variation du vecteur vitesse. Maintenant, on va un peu plus loin. Si la variation du vecteur vitesse est différente, n'est pas égale à 0, ça veut dire aussi qu'il y a une variation d'énergie inférieure. Cette variation d'énergie, on va la transcrire mathématiquement par un travail. Et ça va avoir une action sur le système. Donc vous voyez, tout est lié. Maintenant, la difficulté pour vous, c'est d'arriver à faire tous les liens entre tout ce qu'on a vu cette année. Parce que vous avez vu beaucoup de choses au final, mais on va reprendre tout ça en terminale. Donc je suis en plein reprendre de terminale, et je vous dis, on va revoir les choses. Ce sera très rapide. C'est sûr que tout ce qu'on a fait cette année, ça va être considéré comme des acquis. Je referai des petites révisions, je vous rappellerai des petits points, mais on va aller beaucoup plus loin. Et on va aller plus à l'intérieur des choses. Je peux effacer, c'est bon. Et comme ça, je vais vous présenter maintenant le théorème de l'énergie cinétique. Tout le monde a dessiné le tableau? Alors, allons. Alors, ça, c'est le petit 3. Théorème de l'énergie cinétique. Que je noterai en général TEC. Au début, j'écrirai à chaque fois, à la fin, je mettrai TEC pour théorème de l'énergie cinétique. Ah bah Clémentine, je l'ai vu trop tard, ton désolé. Alors, le théorème de l'énergie cinétique, il va relier la variation d'énergie cinétique, donc la variation de vitesse au final du système, par rapport aux travaux des forces qui s'exercent sur le système. Comment on l'écrit? On va écrire que la variation d'énergie cinétique de C sur le parcours AB, alors ça
c'est égal à quoi? C'est l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique au point A. Et c'est égal à quoi? C'est égal à la somme de tous les travaux des forces sur le parcours AB. Voilà l'expression théorème de l'énergie cinétique. À connaître impérativement. Donc, en mesurant, en calculant le travail de chacune des forces qui s'appliquent sur le système, vous les additionnez toutes, hein, ça c'est le symbole de somme. Je pense que vous en avez bouffé surtout cette année. Ça. Vous connaissez un symbole somme? J'ai déjà utilisé. En calculant le travail de toutes les forces, vous les sommez, qu'elles soient positives ou négatives, hein, ben vous pouvez aller voir, vous allez pouvoir trouver quelle va être la variation de l'énergie cinétique. Et comme l'énergie cinétique, c'est la moitié de la masse fois la vitesse au carré, la masse étant constante, ben vous allez pouvoir trouver comment va varier la vitesse. Tout bêtement. Ce qui va nous permettre de prédire à quel moment est-ce qu'il faut que j'applique une force, par exemple à tel système, pour donner un petit coup de pèse à une fusée, la rediriger dans la bonne direction, par exemple. Bon, fusée, c'est mauvais exemple, puisque ce serait plutôt un système à masse variable. Voilà sur de l'énergie cinétique, à savoir appliquer. Il n'y a rien de plus au final. On va le faire comme ça. Ouais, rien d'autre en fait sur le théorème de l'énergie cinétique. J'ai juste à vous donner son énoncé. Le mieux, après, ça va être quand on va faire les exercices, de comprendre en fait comment ça fonctionne. Donc, on va passer au grand 2. On a vu l'énergie cinétique. Le théorème qui lui est relié, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Maintenant, on va voir un autre type d'énergie que normalement vous avez déjà vu au collège. Laquelle? Alors, quel est l'autre type d'énergie que vous devez connaître? Exactement, l'énergie potentielle. Donc, en 2, l'énergie potentielle d'un système. Alors, on va le voir, donc l'énergie potentielle, ça vient en fait d'une énergie, non pas de mouvement, mais de position. C'est parce qu'on est en endroit, que le système est un endroit, qui va potentiellement avoir de l'énergie. Je dis bien potentiellement parce que c'est pas sûr. Cet objet, potentiellement, il a une certaine énergie. Pourquoi? Parce que si je le lâche, un 2 1 2 il a 1 2 1 2
Ah, non, voilà. Toujours les petits bugs, mais c'est bon. Vous m'entendez, vous me voyez? Ah, super. Ah. Donc j'étais en train de dire quoi, moi? Oui, un objet, on était là. Potentiellement, il a une énergie, cet objet. Pourquoi? Parce que si je le lâche, il tombe. Comme il tombe, il prend de la vitesse. De la vitesse, c'est de l'énergie cinétique. Et donc, comment est-ce qu'il a pu acquérir cette énergie cinétique? C'est qu'au départ, comme il était immobile, ben, il avait potentiellement une énergie de réserve à utiliser pour pouvoir gagner de la vitesse. Cette énergie, elle vient d'où? Ben, elle vient simplement du fait que l'objet est situé à une certaine hauteur. Donc c'est du potentiel. Un autre exemple. Vous prenez un ressort. Vous étirez le ressort, il ne bouge plus, mais potentiellement ce ressort possède de l'énergie. Parce que si vous le relâchez, il va reprendre sa forme normale. Donc au final, il a bien fait un mouvement, il a gagné de la vitesse, donc il a gagné de l'énergie. Pourquoi? Parce que potentiellement, il avait étiré le ressort. C'est logique. En étirant le ressort, bah, on étire les capacités du système et on le déforme. On le sort de sa zone de stabilité. Et tout système cherche à aller vers la stabilité. Un objet qui tombe, il va rechercher cette stabilité en touchant le sol. Parce que lorsque le système tombe tout seul, il est soumis à combien de forces? Dans un mouvement de chute libre. Combien de forces agissent sur le système? Non. Une seule. Chute libre égale simplement soumis au poids. D'accord? On considère qu'il n'y a pas les frottements. Maintenant, qu'est-ce qui va arrêter la chute libre au final? Le sol. Pourquoi? Parce que le sol va entraîner une deuxième force sur le système, la réaction du support, qui va compenser le poids. Les deux forces se compensent. D'accord? Donc le travail va être dû. Puisque l'ensemble des forces est égrégé. Vous voyez, tout est lié. Principe d'inertie, etc., etc. Mais si vous arrivez à avoir cette analyse d'un système avant d'aborder le problème et de toutes les équations, etc., vous allez voir que la résolution du problème sera beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on va voir en fait que certaines forces ne permettent pas d'obtenir une énergie potentielle. Alors, ce n'est pas parce qu'un objet est soumis à une force que forcément cette force va lui fournir de l'énergie. Et donc, avant d'introduire l'énergie potentielle, je vais vous parler des forces conservatives ou non conservatives. Donc, petit 1, force conservative ou non. Alors, c'est une définition qui est importante. D'abord, je vais vous l'écrire, je vais vous la dicter aussi. Et ensuite, on va l'expliquer. Une force F est dite conservative si son travail donc on note W AB S est indépendant du chemin suivi. Dans le cas contraire, dans le cas contraire, elle est dite non conservative.
Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas facile comme notion. Admettons que pour aller, on a plusieurs possibilités pour aller de ce point A à ce point B. D'accord? On peut parcourir ce chemin. On pourrait aller en ligne droite. Ou on pourrait faire un truc en chemin droit. D'accord? Voilà, pour aller de ces trois chemins, pour aller du point A en B. C'est vrai qu'il y a toujours différentes possibilités pour passer par un chemin, pour aller d'un point A à un point B. Donc, en fait, vous appliquez une force. Cette force sera toujours la même. Ah, comme ça. Ah. Là, F, H, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle s'applique sur tout le chemin, tout le parcours. Alors, intuitivement, ce qu'on pourrait dire, c'est que, quand est-ce que le travail va être le plus faible? Puisque la force est toujours la même. En ligne droite, exactement. Si la force est toujours la même, le chemin le plus court va vous fournir le travail le plus court. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que maintenant, le travail dépend aussi de l'angle entre la force et le chemin. Là, vous allez toujours avoir le même angle quand vous êtes en ligne droite. Par contre, dans un cas ici, vous allez avoir un angle qui est obtus, donc un travail négatif. Mais maintenant, sur ce parcours, vous êtes aussi être en ce point. Et là, le travail serait positif. Donc il y a des cas où le travail sera positif, et dans d'autres cas, le travail sera négatif. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ultra important, hein. C'est vraiment une notion. Il n'y a pas de question essentielle là-dessus, mais c'est surtout pour la compréhension de la suite. Donc, là, c'est vrai, le travail sera toujours positif, on sait qu'on va avoir quelque chose de positif. Maintenant, en fonction, sur le chemin 1, on peut avoir un travail à un instant donné qui va être négatif ou un travail qui va être positif. Donc, comme on somme tous les travaux sur un chemin, on peut avoir un travail positif, un travail négatif, on peut même obtenir un travail nul au final. Mais rien ne nous empêche de dire que vous pourrez exactement avoir le même travail en passant par le chemin 1 que par le chemin 2, ou par le chemin 3. C'est-à-dire que le travail fourni par la force, pour aller de A en B, est le même sur tous les trois chemins. Donc il est indépendant du chemin suivi. Donc si on a W, AB, DF sur le chemin 1 est égal à W, AB sur le chemin 2, la force, plus est égal à WAB F3, et ça pourrait être n'importe quel chemin en fait qui va de A en B, je pourrais en trouver une infinité. Alors, on dit que F est conservatif. Si vous trouvez un seul chemin où le travail est différent, la force est non conservative, tout bêtement. Si la force est conservative, alors, elle dérive d'une énergie potentielle. Ça veut simplement dire qu'on peut lui associer une énergie potentielle quelconque. Donc une énergie de réserve, qui va permettre au système de faire varier son énergie et donc de faire varier sa vitesse. Est-ce que c'est clair? Voilà. Bof, Lénine.
Alors, Léna, ou Clémentine, essayez d'affiner une question. Qu'est-ce qui vous bloque? Parce que c'est des notions importantes. Hein. Et en général, c'est vrai qu'on les passe très très vite, et pourtant c'est fondamental. Juste, si vous pouvez expliquer la dernière phrase. La dernière équation, le fait que F est conservative, ce que j'ai dit à l'oral. Donc on dit qu'une force est conservative, ben, c'est simplement dû au fait que si on va du point A au point B, on passe par un chemin quelconque, il y en a une infinité de chemins quelconques, ben, on aura toujours la même énergie qui sera dépensée ou fournie au système. Le travail de cette force sera toujours le même, qu'on aille de A en B en passant en ligne droite ou en passant par un autre chemin beaucoup plus complexe. C'est tout. Si le travail demeure identique, quel que soit le chemin qu'on utilise, vous dites que vous avez une force conservative. Et justement, si vous avez une force conservative, ça veut dire que votre système possède une énergie potentielle grâce à cette force. Et c'est là qu'on va arriver sur la notion d'énergie potentielle. Donc, en petit 2, on va pouvoir maintenant définir cette énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle EP. Alors, qu'est-ce que c'est? À chaque force conservative, donc à partir du moment qu'on a une force conservative, on va associer une forme d'énergie particulière qu'on appelle l'énergie potentielle. À chaque force conservative, sera associée une énergie potentielle. Une énergie potentielle. Donc, comme l'énergie, comme la force est conservative, on va pouvoir attribuer à cette force une capacité à fournir de l'énergie à votre système. Fournir ou recevoir. Alors, cette énergie, c'est ce qu'on appelle une énergie de position. Cette énergie est une énergie de position. C'est pour ça qu'on la différencie de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'était une énergie due à un mouvement. Là, c'est parce que le système est positionné d'une certaine façon qu'il possède une énergie. Donc voilà les deux types d'énergie. Et cette énergie de position ne peut exister que si elle provient d'une force qui est dite conservative. Sinon, pas une énergie de position. D'accord? Pas une énergie potentielle. Si la force est non conservative, bah, on ne va pas avoir une énergie potentielle associée. Par exemple, les frottements. Les frottements, ils dépendent en fait du chemin que vous suivez. C'est cohérent. Un objet qui passe comme ça. On va dire il va du point A, qui est ici, alors non, vous ne pouvez pas voir, du point A qui est ici, jusqu'au point B qui est là. S'il va en ligne droite, les frottements s'opposent au mouvement, on peut toujours à peu près avoir la même valeur, mais la distance parcourue, elle, reste identique. Et maintenant, je fais un mouvement qui est comme ça, une parabole. Les frottements seront toujours opposés au mouvement. Donc au final, on aura toujours des grandeurs négatives, mais beaucoup plus grands négativement. Donc plus le parcours
va être long, plus la force dissipée à cause des frottements sera importante. Et donc on voit bien que, en fonction de comment on se déplace, si on va du point A au point B de la façon la plus courte en ligne droite, ou qu'on passe par des chemins ou une parabole, le travail qui est dissipé par ces frottements n'est pas le même. Donc, conclusion, les frottements ne sont pas des forces conservatives, donc elles ne permettent pas au système de récupérer ou de perdre de l'énergie potentielle. On ne peut pas définir de l'énergie potentielle à partir d'une force de frottement. C'est ce qu'il faut comprendre. Je vais l'ouvrir, sinon je vais l'écouter. Voilà pour l'énergie potentielle, sa définition. Alors, c'est pas comme l'énergie cinétique, où l'énergie cinétique, il y a une seule définition, 1/2 de mv carré. L'énergie potentielle, pour chaque force conservative, il existe une énergie potentielle. Et donc on va essayer de voir un peu quelles sont ces énergies potentielles possibles. Alors moi j'avais prévu de faire que le poids, ce qui est donné dans le programme et dans le livre, puis on va en faire une autre quand même que j'ai envie, là j'ai improvisé sur par exemple la tension d'un ressort. Ça c'est un exercice assez classique, on le verra vachement au terminal, mais si on l'introduit maintenant, ça va vous permettre de comprendre certaines choses. On va prendre un peu d'avance. Alors, petit 3, le poids. Le poids c'est un exemple de force conservative. Alors, on va considérer un système dans un axe O, X. Pour changer, je mets Z pour l'altitude. C'est comme ça qu'on produit. Un point A, ici, a une altitude ZA, une abscisse A. Un point B, c'est ici, altitude ZB et abscisse XP. Le poids, dans un champ de pesanteur, petit g est vertical, on a. Et on s'intéresse à ce qui se passe. On part du point A vers le point B. Et je vais vous montrer en fait que, quel que soit le chemin que l'on suit, le travail du poids ne dépend que de la position initiale et la position finale de votre système. Pas de la façon dont on a été, comment on est allé du point A vers le point B. C'est ça qu'on va essayer de démontrer. Allez. Donc, on va écrire la définition du travail du poids. W, AB, de P. On a dit que c'était égal au produit scalaire donc, du poids scalaire AB. Alors moi, ce que je vais utiliser, ça va être la définition avec les cosinus. On pourrait, ça marcherait très bien. En fait, on va faire les deux. Tant qu'à faire, on a le temps, on fait les deux. Moi, je vais utiliser le produit scalaire avec les coordonnées. Je préfère cette méthode, je la trouve vachement plus pratique. Qu'est-ce qu'on a? Du point de vue des coordonnées. Quelles sont les coordonnées du vecteur P? Allez, retour aux projections de force, etc., etc. Donc, quelle est la coordonnée en abscisse du poids? Bah alors, pas d'idée? Quand même, la base, hein.
XB, qu'est-ce que c'est que ça? Non, quelle horreur. Le beau temps nous distrait, monsieur, magnifique. Donc, quelles sont les coordonnées du poids P? Alors, en effet, le poids P il est égal à mg, et g, sa projection sur x est 0. Donc, 0. Que vaut le poids P exactement? Lors moins P, c'est-à-dire moins mg. Scalaire AB. Comment vous exprimez le vecteur AB suivant à partir des coordonnées des points A et des points B? Donc, quelle est la coordonnée en abscisse du vecteur AB? Là, on fait vraiment retour en seconde. Alors, les coordonnées d'un vecteur AB à partir des coordonnées des points A et des points B. Je démontre ça. Merci Clémentine. Donc là, j'ai x, b, moins ça. Et pour la taille z, sera, alors c'est pas y, puisqu'on a choisi comme variable z, zb, moins z. Donc au final, ce que l'on peut dire, c'est que le produit scalaire, donc le travail du poids sur AB, c'est égal à quoi si j'écris tout ça? Alors, pour avoir un produit scalaire en fonction de ses coordonnées, c'est le produit de ses coordonnées, la somme du produit de ses coordonnées. Donc 0 fois xb moins ça, moins mg, zb, moins za. Ce qui nous donne que le travail du poids, suivant AB, est égal à moins mg, zb, moins za. L'on voit que si ZB est supérieur à ZA, alors WAB est comment? Et si ZB est inférieur à ZA, alors WAB du poids est comment? Donc c'est-à-dire, si le point B est situé plus haut que le point A, c'est-à-dire que je veux que mon système parte d'un point inférieur vers un point supérieur, est-ce que le poids va favoriser justement son déplacement? Non, parce que pour élever un système, le poids est dirigé vers le bas, il va contraire du mouvement. Donc, si ZB moins ZA, on voit bien, hein, ZB moins ZA, si ZB plus long que ZA, ça sera positif, donc moins Z sera négatif. Et si maintenant ZB est plus bas que ZA, on va avoir ZB moins ZA qui sera négatif, négatif moins négatif, pour être positif. Et c'est logique. Si vous lâchez un objet d'un point A pour qu'il aille vers un point B plus bas, c'est simplement le poids lui-même qui le fait tomber. Le poids devient un travail moteur pour la chute, tout bêtement. C'est clair?
Non, c'est pas clair. Alors, je le refais. Alors, oui, il faut savoir, Clémentine. Je le refais ou pas? Une réponse est attendue. Juste au moment où Clémentine a une connexion qui devient tout pour. Le nom, c'était pour autre chose. Mais pourquoi? Je vais laver, faites attention de ne pas glisser. D'accord. Mais juste laver pas trop d'eau. Hein. Ok. Ça, c'est que je suis en cours en même temps, là. Tu peux quand même le laver. Oui, bien sûr. Ça va pas toucher. Oui, oui, d'accord. D'accord. Alors, vous pouvez refaire. Oui, je peux. Sur le graphique, à côté de la flèche rouge, il y a marqué quoi? G, intensité de pesanteur, l'accélération de pesanteur. Alors, on refait. Je refais l'explication. Ce qu'on disait. On a montré que le travail du poids est égal à moins mg zd moins za. Alors souvent dans les bouquins, on le voit écrit plutôt mg za moins zb. Pareil, ça vient en fait. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le travail du poids d'un objet qui part d'un point A et qui va arriver à un point B qui est plus bas. Donc dans la situation où zb est inférieur à za. Qu'est-ce qu'on va avoir? ZA est à cette hauteur, ZB est à cette hauteur, donc je pars de ce point A. Je lâche mon système, il est donc uniquement soumis à son poids, et on voit bien que le système chute parce que le poids l'a entraîné vers le bas. Et on peut donc dire que le travail du poids est dans ce cas-là moteur. On a bien ZB qui est inférieur à ZA. Si ZB est inférieur à ZA, alors, c'est dans la parenthèse ici, c'est négatif. Un nombre négatif multiplié par un autre nombre négatif, ça donne quelque chose de positif. Donc, on a bien travaillé du poids positif, ce qui s'explique expérimentalement. Maintenant, au contraire, je pars d'un point A qui est plus bas pour monter vers un point B plus haut. Dans ce cas-là, le poids, si je ne fournis pas une autre force au système, ce n'est pas le poids qui va permettre de faire monter le système. Au contraire, il va s'opposer à son mouvement. Il va falloir fournir de l'énergie à ce système pour pouvoir lutter contre l'effet d'attraction de pesanteur afin de d'élever le niveau. Comme on le voit, si ZB est supérieur à ZA, donc là on a quelque chose de positif, multiplié par quelque chose de négatif, ça donne bien quelque chose de négatif. Le travail du poids est réduit. Voilà. C'est bon, ça? Ok. Alors ça, c'est la démonstration par produit scalaire. D'accord, du travail du poids. Est-ce que je fais l'autre avec le cosinus de l'angle? J'aime pas trop la faire parce qu'elle n'est pas totalement correcte. Je réfléchis, 2 secondes, je me demande si vous la faites ou pas. Si ça, je vais vous embrouiller. J'ai plus. Je réfléchis, ça va venir. Sur une petite... Ouais, on va la faire quand même. D'accord, ça fait un petit truc mathématique en plus. Autre démonstration. Pour l'autre démonstration, on va toujours utiliser le fait que WAB du poids est égal au poids scalaire AB. Mais on va utiliser la définition avec l'angle qui existe entre le poids et AB. Donc on va dire que c'est mg multiplié par AB multiplié par l'angle qui existe entre G
Donc le vecteur AB est comme ça. Le vecteur G est comme ça. Et on s'intéresse à cet angle. Au cosinus de cet angle. Que vaut le cosinus de cet angle? On regarde, là on a un triangle rectangle, hein, vous êtes d'accord? Or, cosinus de G AB, c'est égal à quoi? Un cosinus c'est égal au côté adjacent ou opposé sur l'hypoténuse? Je vais revoir vos maths aussi. Adjacent sur l'hypoténuse, c'est bien. Donc, le côté adjacent à cet angle, en fait, c'est quoi? C'est ZB moins ZA. D'accord? Enfin, si j'ai... Ouais, ZA moins ZB. ZA moins ZB. Voilà. Le grand moins le petit. Divisé par l'hypoténuse, l'hypoténuse c'est AB lui-même. D'accord? Donc au final, ça, je remplace par ça. Et on a donc que WAB fois NG fois B fois ZA moins ZB divisé par AB. Le AB se simplifie. Il me reste que NG ZA moins ZB. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est exactement pareil que ce que j'ai écrit avant? D'accord? Le seul truc là, c'est qu'on a moins ZB moins ZA, et là on a ZA moins ZB. Ça revient exactement au même. Donc voilà, deux démonstrations différentes pour le travail du poids. Personnellement, moi je préfère toujours, quand il y a des produits scalaires, utiliser des coordonnées. Il y en a qui préfèrent utiliser la définition avec les cosinus. La définition, moi c'est ce qu'on appelle la définition géométrique, analytique, ça c'est la définition géométrique. Je préfère la définition analytique, c'est plus précis. Après vous faites comme vous voulez. Alors, j'ai le temps de faire un truc en plus. Donc, on va faire l'énergie potentielle, non pas du poids, mais d'un ressort. Alors, je n'ai pas préparé, donc on va voir comment ça fonctionne, mais ça devrait marcher. Puis j'ai envie de le faire. Voilà. Vous êtes par là, je teste. Donc, on va appeler ça petit 4. La tension d'un ressort. Un exemple de force conservatrice. Alors attendez, en fait je suis en train de réfléchir et je crois qu'on ne va pas pouvoir le faire parce que vous n'avez pas les notions. Il vous manque un truc de maths. Je fais juste sur mon côté, là comme ça vous ne voyez pas. Moins delta I. Ouais, je vais un petit peu tricher. Ok. Ouais, si je fais ça, ça va un peu bugger. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Alors, je sors, tac, tac, tac. Je sors, tac, tac, tac. L.
J'ai un gros doute si je peux le faire en trichant un petit peu avec des... Parce qu'il vous manque, pour le faire correctement, il vous manque des notions de maths. Vous n'avez pas encore la notion d'intégrale. Donc j'essaye de voir si je ne peux pas vous montrer autrement. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Si je fais moins ouais, je vais pas pouvoir. Non, donc vous effacez, je suis désolé, je ne peux pas vous le montrer. J'aurais voulu, mais non. C'est vraiment pour ça en fait que je n'avais pas mis avant. Donc non. Donc je vais rajouter quelque chose plutôt à la suite de ça. D'accord? Plus bête. On a donc montré que WAB du poids était égal à mg ZA moins Z. Et en fait, ce qu'on va pouvoir définir, c'est notre énergie potentielle. Parce qu'en développant, on peut dire que WAB ça va être mg ZA moins mg ZB. Et ces termes, mgZA ou mgZB, c'est ce qu'on va appeler des énergies potentielles de pesanteur. On va noter EPA, comment on peut noter au point A, PPA, moins EPP, avec EPP, c'est égal à mgz, l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Comme le poids est une force conservative, elle provient d'une énergie potentielle. On peut définir une énergie potentielle. Et donc l'énergie potentielle associée au poids, à la force du poids, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Et elle est égale à quoi? Cette énergie potentielle de pesanteur est égale à la masse du système multipliée par G, l'intensité de pesanteur volume mesuré, fois l'altitude. Donc quand on a une certaine hauteur, à une certaine altitude, le poids, potentiellement, va fournir de l'énergie. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Ok. Mais c'est après, on va quand même parler du petit 4. Je vais simplement vous donner l'expression du flux. Non, ça va vous embrouiller. On va rester sur le point. Ça fait déjà beaucoup de notions. Voilà pour l'énergie potentielle de pesanteur, qui est la plus importante au final, et la seule que vous étudiez pratiquement au lycée. Alors on pourrait voir ça de l'énergie électrostatique. Mais non plus, j'ai pas envie de vous la faire. Et ce qu'on va faire plutôt, on va regarder le dernier type d'énergie, d'accord, qui va être l'énergie mécanique d'un système. Est-ce que vous avez des questions déjà sur l'énergie potentielle de pesanteur qui provient du poids? Donc, ce que l'on va voir maintenant, c'est le dernier type d'énergie. Et en fait, c'est ce
qui réunit l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. En fait, c'est le type d'énergie que l'on voit en sixième. En sixième, maintenant, on définit l'énergie mécanique. Donc en cinquième et en quatrième, on définit l'énergie cinétique. Et après, on définit l'énergie potentielle en troisième en plus. Nous, on fait tout en même temps. Alors, le petit 3, enfin le grand 3, pardon, énergie mécanique d'un système. Mécanique d'un pour la définition, on va faire quelque chose de simple. 1. Définition. Tout bêtement, l'énergie mécanique, E, M, c'est égal à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc l'énergie mécanique d'un système correspond à la somme de son énergie cinétique et potentielle. Rien de complexe. Et en fait, ce que l'on va voir, c'est qu'il y a un théorème sur cette énergie mécanique. L'énergie cinétique d'un système, d'après le théorème de l'énergie cinétique, c'est égal à la somme du travail des forces de ce système. D'accord ? Ensuite, ce que l'on peut voir, c'est que le travail d'une force conservative est égal à la variation de l'énergie potentielle de cette force. Une force qui est conservative. Et donc, on va pouvoir en déduire le théorème de l'énergie mécanique, qui est un des théorèmes de base de toute la physique, et qui explique beaucoup de choses. On garde juste en tête que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc, petit 2, théorème de l'énergie mécanique. Voilà. Alors déjà, je vous le donne. La variation delta EM de l'énergie mécanique d'un système est toujours égale à la somme des travaux sur AB d'une force, de toutes les forces non conservatives. Mal géré après. Delta EM est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. Voilà le théorème de l'énergie mécanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre système n'est soumis qu'à des forces conservatives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement par exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la variation d'énergie mécanique?
qu'il n'y ait pas de force non conservative. Toutes mes forces qui s'appliquent sur le système sont conservatives. Que vaut la variation de l'énergie mécanique? Exactement, 0. Qu'est-ce que ça veut dire que l'énergie mécanique ne se modifie pas? Ça veut dire qu'elle reste constante. Et donc, c'est-à-dire que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, à tout instant du mouvement, restent la même. Donc, il peut y avoir des variations, mais de l'un à l'autre. Ça veut simplement dire que de l'énergie cinétique se transfère vers l'énergie potentielle, ou inversement, de l'énergie potentielle se transfère vers l'énergie cinétique. Exemple, la chute, toujours la même chose. Au début, mon objet n'est pas en mouvement, donc il ne possède aucune énergie cinétique. Je le lâche, il acquiert de l'énergie cinétique. Mais elle provient d'où cette énergie cinétique? Elle provient du fait que l'objet étant à une certaine hauteur et allant à une hauteur plus basse, va avoir une baisse de son énergie potentielle. Cette baisse de l'énergie potentielle va être compensée par quoi? Par une augmentation de l'énergie cinétique. Donc si l'énergie cinétique augmente et que l'énergie potentielle baisse, suivant les mêmes grandeurs, l'énergie mécanique, elle, reste constante. D'où la variation de l'énergie mécanique est nulle. Ça, c'est un théorème clé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dissipation d'énergie, il n'y a pas de création d'énergie, rien ne se fait, rien ne se perd, rien ne se crée. Voilà. Après, on va faire une petite démonstration mathématique pour aller un peu plus loin. Donc, ce que l'on va dire, pour un système sans force non conservative, l'énergie mécanique on dit qu'elle se conserve. Elle se conserve, ça veut dire que la variation d'énergie mécanique est nulle. D'accord? Alors, on va essayer de montrer l'ensemble. C'était pas prévu que je fasse cette démonstration, mais ça peut vous donner quelques idées de ce qu'on va faire plus tard. Démonstration. Delta EM, c'est égal à quoi? C'est la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle. Puisque l'énergie mécanique varie, ça veut dire que la variation de l'ensemble, c'est la variation de ce qui a été en cinétique plus la variation de ce qui a été en potentiel. Or, d'après le premier, d'après le théorème de l'énergie cinétique, à quoi est égale la variation de l'énergie cinétique? Ah, ça bug chez moi. J'ai un bug de connexion, j'ai l'impression. Je dois allumer. Ça va, vous m'entendez? 1, 2, ouais. Ok, merci. Donc, je reprends. La variation d'énergie mécanique est égale à la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle, puisque l'énergie mécanique est à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. D'après le théorème de l'énergie cinétique, à quoi est égale la variation d'énergie cinétique?
Alors, regardez ce qu'on a écrit avant. Ouais, j'ai frisé. Vous m'entendez encore? Ah, c'est ça, bien. C'est bon. Heureusement que je suis le seul prof, parce que s'il y avait encore d'autres cours, je ne sais pas comment on ferait. Donc, EC égale EM. Ah, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur le théorème de l'énergie cinétique. À partir de là, qu'est-ce qu'on avait marqué dans le cours? À quoi était égal le théorème? Non. Pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça le théorème de l'énergie cinétique. Donc c'est dans le grand 1, petit 3. Exactement. C'est la somme des travaux de tous les forces. Donc ce que l'on peut dire, c'est égal à la somme de W à B de toutes les forces, qu'elles soient conservatives ou non. D'accord? Plus la variation d'énergie potentielle. On avait vu en fait que la variation d'énergie potentielle, W à B d'une force quelconque, ben, ça va être égal à quoi? Epsilon, oui. Et sigma, c'est pas epsilon, enfin. Donc là, on va dire c'est égal à delta EP. Et on va un peu détailler ce delta EP. Détaillons. Ce delta EP. On va pouvoir généraliser au final. En fait, on a montré que W AB d'une force conservative, on l'a fait pour le poids en fait, c'est égal à EP en A moins EP en B. EP en A moins EP en B, c'est égal à quoi? Est-ce que c'est égal à la variation d'énergie potentielle? Alors, non. Mais c'est égal à quoi par rapport à la variation d'énergie potentielle? Ça vaut quelque chose. Donc delta ET, je vous rappelle, c'est EP en B moins l'énergie potentielle au point A. Donc, le travail d'une force conservative est égal à quoi par rapport à la variation d'énergie potentielle de cette force conservative? C'est tout bête, il n'y a pas de piège. Pas personne.
Je sens que le confinement vous a ramolli. Non, c'est pas égal. Regarde. Delta EP, c'est EP en B moins EP en A. Le travail des forces conservatives, c'est EP en A moins EP en B. Donc c'est quoi la différence? L'inverse, je te déteste, Théo, de dire un truc pareil. La fonction inverse, c'est 1 sur x. Merci Net, merci Léo. Voilà, c'est mieux, c'est l'opposé. Très bien. Donc en fait, vous pouvez dire que del W, le travail des forces conservatives, est égal à moins delta, voilà, moins delta EP. D'accord? Donc, je vais pouvoir remplacer ce delta EP par moins le travail des forces conservatives sur le parcours AB. Voilà ce qu'on va faire. De là, vous allez pouvoir en déduire quelque chose. Et c'est vous qui allez essayer de trouver. On a donc que la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur le système. Là, j'insiste, c'est toutes les forces, qu'elles soient conservatives ou non conservatives. Moins les travaux, je vais écrire mieux, delta M est égal à somme des travaux de toutes les forces moins le travail des forces conservatives. Or, comment je peux décomposer le travail de toutes les forces qui s'appliquent sur le système? Je peux les scinder en deux parties. Lesquelles et lesquelles? Là, Mathis, moins delta EP. T'as pris? Ah, non, bah t'as pas trouvé pour moi. Ah si, t'as repris. Alors, vous m'entendez ou plus du tout? Voilà, non, voyou, ça part. On va y arriver. Ok, donc je disais, on en finit là-dessus. C'est que je vous lance l'activité que vous allez devoir faire. Toutes les forces qui s'appliquent sur le système
elles peuvent être séparées soit dans les forces conservatives, soit les forces non conservatives. Donc ce qu'on va pouvoir écrire, c'est de transformer ce terme-là en ce terme. On va avoir delta EM qui va être égal aux travaux des forces conservatives, qui va être conservative, plus les travaux des forces non conservatives, moins les travaux des forces conservatives. Vous voyez bien que ça et ça se simplifient, et qu'il nous reste que delta EM est égal au travail des forces non conservatives. Et en fait, cette dissipation d'énergie mécanique, c'est ce qu'on appelle en général, elle se fait sous forme de chaleur. Donc, c'est la chaleur qui est dégagée par les frottements, etc. Voilà. C'était pour cette démonstration. Alors, sur ce, on finit. Le cours est terminé. Et ce qu'on va faire, je vais vous donner un TP. D'accord? Donc, c'est un TP machine que vous allez pouvoir faire. Et je vais vous l'envoyer par mail. On va faire ça de suite. Alors, je vais déconnecter ça. Hop, se déconnecter. Le premier TP, alors il y en a un qui est pas mal, donc j'ai regardé, on le fera aussi celui-là, je pense, pour la semaine prochaine. Là, ce sera pour mercredi, il est plus simple. Et c'est le plus classique, c'est typique de ce qui tombe en ECE. Donc on va faire ça. Alors déjà, est-ce que je peux le télécharger? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si je peux le télécharger d'ici, c'est pas mal. Le document. Alors comment on fait pour charger un nouveau truc? Ajouter, gérer du contenu. Importer de mon ordi. Normalement, ça devrait se faire assez rapidement et vous allez pouvoir le récupérer. Sinon, t'envoies aussi par mail pour être sûr. Mais comme ça, on va pouvoir regarder de quoi ça parle. Énergie mécanique. Ça. Importer. Donc là, ça va se convertir. Et je vais aussi envoyer ça par mail. Ah, j'ai eu deux classes sur une seule classe. Alors, physique. Alors, je ne sais pas si ça convertit en même temps, en attente de conversion. Voilà. Vraiment, il y a des choses qui vont apparaître sur le côté et que vous allez pouvoir uploader. C'est bien dit, normal. Mais toujours écrit pour moi en attente de conversion. Donc, on va voir. Si jamais. Envoyer un courrier. Où est-ce que c'est? Deux trucs que je vais vous envoyer. C'est pour mercredi. Donc là, il y a un premier groupe. Vous avez dû recevoir un mail qui contient des fichiers. Vous pouvez y avoir accès.
Donc j'ai intitulé le mail TP pour mercredi. Et c'est parti également pour le deuxième groupe. Voilà. Vous pouvez me confirmer que vous avez reçu un mail. Ok. Alors, dans ce mail, il y a ces deux fichiers. Alors, je peux les partager en public. Vous avez ce fichier qui correspond vraiment au fichier TP. Normalement, donc, vous deviez faire l'acquisition, on vous donnait cette vidéo. Donc c'est une chute libre d'une balle, comment on lance. On vous donne l'intervalle de temps entre chaque point, 50 millisecondes, la masse de la balle et des échelles de taille. D'accord, de façon à pouvoir paramétrer le logiciel d'acquisition. Ça, normalement, vous auriez dû le faire avec un logiciel de pointage. Avec un logiciel d'acquisition. Ensuite, avec Adinica, vous auriez pu faire le pointage. Sauf que la plupart d'entre vous, vous avez pas Adinica, je pense. Donc, je vous ai fourni un fichier Excel qui est ici. Voilà, qui contient en fait les points de tous ces pointages en fonction de leur temps, leur date et leur position ici. Vous, ce que vous allez avoir à faire sur ce fichier, c'est compléter les vitesses en abscisse, en Y, trouver la vitesse finale, calculer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie mécanique. Si tout se passe bien, normalement, vous allez avoir un graphique qui va se créer sur les différentes énergies en fonction du temps. Et vous allez devoir constater quelque chose. D'accord non, c'est pas sûr. Je voulais, bien entendu. Alors, je vous rappelle que comment est-ce qu'on calcule la vitesse, la coordonnée de la vitesse en un point? On prend ce point, la coordonnée de ce point, après, moins la coordonnée du point avant. Et là, il va falloir faire très très attention. Donc, par définition de la vitesse, telle qu'on l'avait fait, on avait dit que V au point, je ne sais pas moi, 3, c'était égal à le vecteur M2, M4, divisé par T4 moins T2. Ce qui revenait à écrire que c'était le vecteur M2, M4, divisé par 2 taux, où taux est l'intervalle de temps qui sépare deux images. Maintenant, nous, ce que l'on a, on a simplement des coordonnées de points. On a des X et des Y. Et votre vecteur vitesse peut avoir une composante en X comme il peut avoir une composante en Y. Et donc, ce que l'on va faire, c'est appliquer ceci du point de vue des coordonnées. Et P3, ce qu'on peut dire, du point de vue de ces coordonnées, c'est que c'est égal à X4 moins X2 divisé par 2T. Et sa coordonnée en Y, ce sera Y4 moins Y2 divisé par 2T. Ça, en fait, c'est la composante en X du vecteur vitesse 3. Et ça, c'est la composante en Y du vecteur vitesse au point 3. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ceci? Comment ça, vous voyez rien? Ah oui, pardon. Faut que je relève ça. Si on ne me dit rien non plus, allez, on se refait. Donc, définition du vecteur vitesse en point 3. La distance, le vecteur position M2, M4 divisé par T4 moins T2. Donc c'est le vecteur position M2, M4 divisé par 2 taux, où taux est le temps qui sépare deux images successives. Maintenant, ça c'est un vecteur. Un vecteur est composé par des composantes, abscisses ordonnées en deux dimensions. Donc ce que l'on peut dire, c'est que la composante en X du vecteur vitesse au point 3, ça va être la variation d'abscisse entre 4 et 2, divisé par 2 taux. Et la composante en Y de ce vecteur vitesse au point 3, ce sera la variation de coordonnées en ordonnée. Y3 moins Y2 sur 2 taux. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Très important.
Parce que ça, on va en bouffer en prochain en écart, hein, ça je vous le dis de suite. Il faut vraiment que vous ayez compris ce genre de truc. Maintenant, donc vous allez utiliser ça pour calculer la vitesse en x, et ça pour calculer la vitesse en y. Mais maintenant, comment vous allez faire pour calculer la valeur du vecteur vitesse au point 3 par exemple? Alors, c'est-à-dire la norme vecteur vitesse au point 3. Comment on fait pour la calculer? Allez, il y a 5 minutes là. Produit scalaire, waouh, trop compliqué mon coco. Mais ce serait possible, j'avoue. Vachement plus, enfin, plus simple. Truc tout bête. Vous avez les coordonnées, voilà, si vous avez les coordonnées des vecteurs, pour calculer la norme du vecteur, vous dites que c'est v3x au carré plus v3y au carré. Donc là, il faudra que vous rentriez dans Excel cette formule. Donc à vous de savoir comment est-ce qu'on rentre ce type de formule dans Excel. Racine, parenthèse, vx, la case vx au carré, plus la case en y au carré. On ferme la parenthèse et ensuite on tire la suite. Avec ça, vous aurez tout. Vous pourrez ensuite calculer donc l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie mécanique. Et vous allez observer quelque chose. On fera la même chose après. Donc ça, c'est le TP que je vous ai envoyé par mail. Okay, qu'on va essayer, que j'aimerais bien que vous fassiez pour mercredi. Et qu'on corrigera tous ensemble. Alors comme moi j'ai mes fichiers, je pense que je vais pouvoir traficoter directement dessus, sinon je projette. Mais ça devrait fonctionner. D'accord? Et je vous montrerai justement ces évolutions. C'est un TP qui est très classique aux épreuves expérimentales du bac. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le faire et à voir comment on va corriger ça ensemble après. Il n'est pas compliqué, c'est juste vraiment de la manipulation informatique. Ça vous aide à utiliser Excel. Et ensuite, ce qu'on fera, donc je vous le dis, hein, je ne vous demande pas de le faire pour mercredi, parce que ça fera un peu beaucoup de boulot là, c'est le TP de la page 300. Celui-là, il est pas mal, c'est utiliser votre smartphone. Vous pouvez faire le montage chez vous et puis transférer ces données vers votre ordinateur ou votre tablette de façon à faire quelque chose qui est sympa. C'est le même type que ce qu'on vient de faire là. Donc, ouais, page 300. Ça sera pour le prochain. Donc, on essaiera de faire 2 TP là-dessus. Et il me semble très bien. Ou LibreOffice, hein, c'est pas obligé d'utiliser Excel, en effet. D'accord? Voilà. Pour aujourd'hui, on a bien avancé, tout va bien. Il nous reste, donc là on va prendre du temps encore sur ce chapitre, et il nous restera un chapitre. C'est tout. Les dons mécaniques. Et ensuite, ce qu'on fera, on fera des révisions d'exercices, etc. Toute l'année. On va faire des exercices type bac type 3C. Et si, alors apparemment, vous allez pouvoir rentrer peut-être le 2 juin, j'en sais rien. Donc ce que je pense faire, si vraiment on arrive à se retrouver, ce sera deux types de travaux. Soit on fera vraiment que des TP, et on va manipuler, parce que ça manque, vraiment vous n'avez pas beaucoup manipulé au final. Soit on va faire des exercices révision sur des chapitres bien précis que vous maîtrisez mal. Et donc je ferai du cas par cas. D'accord? Chacun travaillera sur sa table et puis on passera je vous expliquerai avec les distances de confinement que l'on va devoir garder, mais on va voir comment on fait. D'accord? Vous avez des questions? Tout va bien? Ok, bah écoutez,
On se retrouve mercredi, 9 h, même endroit. Et puis, bon, profitez bien du déconfinement. Pas trop non plus, faites attention à vous. Hein. Allez, à mercredi, et puis bossez ce petit été comme je vous ai dit. Ciao, ciao.